Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Gel des crédits bancaires au Zimbabwe, une mesure décrétée par l'exécutif pour mettre un coup d'arrêt à la spéculation contre la devise nationale qui connaît une forte dépréciation face au dollar. Un dispositif drastique, loin de faire l'unanimité. Le groupe Attijari Wafa Bank consolide sa présence en Afrique centrale. Une nouvelle filiale a été créée au Tchad. Cette implantation permet au premier groupe bancaire et financier du Maroc d'étendre son réseau international à 26 pays. Et le patrimoine sacré des chefferies du Cameroun est exposé jusqu'au 17 juillet au musée du quai Branly-Jacques Chirac à Paris en France. Un voyage culturel mêlant monde ancestral et contemporain avec plus de 200 objets et œuvres d'art à découvrir. Mais tout d'abord, au Nigeria, l'ancien président Goodluck Jonathan ne participera pas à l'élection présidentielle de 2023 sous la bannière de l'APC qu'il avait battue en 2015. L'ex-chef de l'État a rejeté ce lundi 9 mai un formulaire de candidature à la présidence acheté sans son consentement. Il s'agirait d'un acte mené par un groupe de soutien qui avait décidé de porter sa candidature pour un second mandat à la tête du Nigeria pour le compte du parti au pouvoir. L'ancien président du Nigeria de 2010 à 2015 vient donc de mettre fin à un long suspense concernant sa candidature pour succéder à Muhammadu Buhari qui arrivera en 2023 au terme de son deuxième et dernier mandat. Également dans l'actualité au Burkina Faso, le tribunal militaire de Ouagadougou a condamné ce mardi 10 mai l'ex-président burkinabé Blaise Compaoré et 9 autres accusés du procès de l'assassinat de Thomas Sankara à payer plus de 800 millions de francs CFA, soit 1,2 million d'euros de dommages et intérêts aux ayants droit de l'ancien chef de l'État Thomas Sankara et de ses compagnons assassinés en 1987. Cette somme devra être payée solidairement par tous les coaccusés. Rappelons que Blaise Compaoré, Yassat Kafundo et Gilbert Diendéré ont été condamnés à la prison à perpétuité à l'issue de ce procès historique. L'économie du Zimbabwe va mal depuis plus de 20 ans et pour tenter de panser les plaies, l'exécutif a décidé le 7 mai de prendre des mesures drastiques. La présidence a ordonné le gel des crédits bancaires. Le but, stopper les spéculations contre la devise nationale en forte dépréciation face au dollar. Le point avec Samantha Saberou-Saboubanga. De cesser d'attribuer des prêts aux entreprises privées et aux ministères. Cette décision a effet. Au Zimbabwe, le gouvernement a ordonné aux banques de cesser d'attribuer des prêts aux entreprises privées et aux ministères. Cette décision à effet immédiat vise à mettre fin à la spéculation contre le dollar zimbabwéen et ainsi arrêter la dévaluation rapide sur le marché noir. Le président Emerson Mnangagwa a sommé samedi 7 mai 2022 les banques de suspendre leur activité de crédit dans le cadre d'un plan de redressement du pays miné par une inflation galopante, nourrie par la guerre en Ukraine et l'envolée des prix des matières premières. Quand on observe la situation de près d'un point de vue économique et même sur le plan législatif, quant aux mesures qui ont été prises par les autorités zimbabwéennes, ces mesures-là sont des mesures d'urgence et des mesures provisoires. Elles ne peuvent pas s'installer durablement et elles n'est pas la solution viable et pérenne pour que le pays puisse se redresser. C'est pour cela qu'il est important que le Zimbabwe pense notamment à investir et à augmenter ses recettes étatiques. Cette décision intervient après que des enquêtes ont révélé que de nombreuses entreprises empruntent d'importants montants en dollars zimbabwéens qu'elles acheminent ensuite vers le marché parallèle pour acheter les dollars américains. Une monnaie dont elles se débarrassent plus tard lorsque le taux de change se déprécie pour atteindre un sommet de 1 dollar américain égal à 400 dollars zimbabwéens. Pour pouvoir déployer
une reconstruction de son économie, ou elle ne peut pas se priver de prêts bancaires, puisque en appliquant ces mesures drastiques, elle empêche non seulement d'assurer un climat d'affaires, non seulement elle envoie également un mauvais signal à ses entrepreneurs locaux, et cela peut également baisser l'investissement de potentiels investisseurs étrangers. L'économie du Zimbabwe est plongée depuis plus de 20 ans dans une crise profonde qui a notamment entraîné un retrait des bailleurs internationaux en raison d'une dette insoutenable. Le monde a connu de sérieux bouleversements en l'espace de 2 ans, entre crise sanitaire, crise géopolitique ou encore changement climatique. Une situation qui préoccupe le programme des Nations Unies pour le développement. Les multiples crises précédemment citées sont venues s'ajouter aux conditions préexistantes, augmentant pauvreté et inégalité. Un sujet de la rédaction. Le programme des Nations Unies pour le développement tire la sonnette d'alarme. Les efforts visant à maintenir la paix et à réduire la pauvreté ainsi que les inégalités sur le continent africain sont mis à mal par les effets combinés des crises simultanées. Une situation sans précédent. C'est une crise sans précédent pour le continent, et c'est sans précédent parce que le continent est confronté à un tiercé gagnant. Les effets continus de la pandémie de Covid, les effets nouvellement ressentis de la guerre russo-ukrainienne, et troisièmement, les défis et les pressions liées au climat. L'Afrique tout entière est menacée par une crise alimentaire. Plus d'un Africain sur 4 souffre de faim alarmante, selon les données du Comité international de la Croix-Rouge. Un chiffre susceptible d'augmenter dans les prochains mois, notamment en raison de l'inflation généralisée qui pourrait de nouveau pousser des millions d'Africains dans l'extrême pauvreté. L'inflation mondiale a été importée dans les économies africaines parce que l'Afrique dépend tellement des importations pour la nourriture, le carburant, les médicaments et les biens de consommation durable. Nous allons voir des tensions. On ne sait pas si cela se transformera ou non en manifestations violentes. Mais ce que l'histoire, en particulier l'histoire récente, nous a dit, c'est qu'il s'agit d'une possibilité distincte. Pour contenir l'inflation à tout prix, les réponses étatiques se multiplient. Hausse des subventions, mesures de lutte contre les spéculations ou encore interdiction des exportations. Mais ces boucliers particuliers ne font pas pour autant oublier à l'Afrique sa bataille commune, engagée depuis des années, accéder au plus vite à la souveraineté alimentaire. Attijari Wafa Bank poursuit son ambitieuse stratégie de développement panafricain. Le premier groupe bancaire et financier du Maroc consolide sa présence en Afrique centrale. Une nouvelle filiale vient d'être créée au Tchad. Son réseau international s'étend désormais à 26 pays. Plus de détails avec Séverin Douqueux. Le secteur bancaire du Tchad s'enrichit d'une nouvelle institution bancaire. Le géant de la banque marocaine, Attijari Wafa Bank, a annoncé mardi 19 avril 2022 son implantation dans le pays avec la création d'une nouvelle filiale, Attijari Bank Tchad. Avec un secteur bancaire concentré, le Tchad est un gisement important d'opportunités économiques et bancaires. Selon le rapport 2020 de la Banque des États de l'Afrique centrale, régulateur du système bancaire de la zone CEMAC, le Tchad comptait 9 banques au 31 décembre 2020. Attijari Bank Tchad est une banque universelle qui s'adresse à tous les segments de la clientèle bancaire. Toutefois, nous adresserons les différents marchés progressivement selon une trajectoire projetée vers un horizon 2025, selon notre plan stratégique, et dont le socle principal est l'écosystème de l'entreprise ou de l'entrepreneur, à savoir l'entreprise, ses clients, ses fournisseurs, ses partenaires et ses employés, en garantissant bien sûr l'accès à des services bancaires et financiers de qualité. Après le Cameroun, le Congo et le Gabon, le groupe apporte ainsi sa contribution à la promotion d'une croissance inclusive tant prônée par les stratégies de développement de l'économie tchadienne et sous-régionale et par ailleurs consolide sa présence dans la zone CEMAC. Une implantation qui permet au groupe Attijari Wafa Bank d'étendre son réseau international à 26 pays et de poursuivre sa stratégie de développement panafricaine ambitieuse visant à édifier un groupe bancaire et financier panafricain leader au service de ses clients et partenaires. Nous comptons créer ainsi une chaîne de valeur avec au centre la banque dans son rôle de conseil, de service, de mise en relation et d'accompagnement financier de tous. Notre contribution et l'intérêt que nous portons au marché tchadien se déclinent en 3 piliers. À l'échelle nationale par l'accompagnement des projets structurants en vue de créer des écosystèmes économiques et industriels portés par des champions nationaux qui deviendront des référents à l'international. À l'échelle internationale par la mise en réseau des champions tchadiens grâce à l'important réseau de partenaires, de correspondants et de clients à travers le monde, notamment
notamment dans le cadre de la promotion de la coopération Sud-Sud. Le géant marocain de la banque Attijari Wafa Bank, première banque du Maroc, d'Afrique du Nord et quatrième banque d'Afrique, réunit toute l'expertise des métiers de la banque, de la finance et de l'assurance pour assurer un service adapté aux besoins d'une population sans cesse croissante et exigeante au cœur de son projet. C'est un projet qui vise à faciliter l'accès au financement pour les PME qui représentent 98% des entreprises au Sénégal. La première académie de financement des petites et moyennes entreprises en Afrique a été lancée le 9 mai. Plus de 300 représentants d'institutions financières y seront formés jusqu'au 20 mai dans le cadre de la première phase. Les explications de Amenedj. Au Sénégal, l'Agence de la coopération allemande GIZ et l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises ont procédé au lancement de la première académie de financement des petites et moyennes entreprises en Afrique. L'objectif de cette institution est de renforcer les capacités des participants et de contribuer au renforcement de l'écosystème du financement au Sénégal. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas ne pas avoir de PME-PMI pour pouvoir justement assurer le développement. Pourquoi ? Parce que l'essentiel, ça veut dire on frise les 80-90% de l'activité économique d'un pays est détenue par les PME et PMI. Donc c'est elle qui offre l'essentiel de l'emploi, c'est elle qui embauche la majorité de la population, qui leur donne un salaire et donc qui crée des richesses. Malgré leur poids dans les économies locales et en dépit de leur rôle moteur en termes de développement économique, les petites et moyennes entreprises ont un accès très limité au marché de financement. À travers cette académie, plus de 300 représentants sénégalais d'institutions financières, des cabinets de conseil et d'entreprises seront formés aux meilleures pratiques internationales de financement des PME. Tous les acteurs économiques ont besoin régulièrement de pouvoir bénéficier d'argent neuf pour pouvoir financer leur activité. Et très souvent, les PME-PMI souffrent de trouver de l'argent dans les systèmes économiques classiques. Par manque de confiance, il faudrait que l'Afrique trouve un moyen, d'une manière ou d'une autre, pour pouvoir justement aider ces entités économiques dont on a cruellement besoin et dont il fait cruellement défaut de financement. Rappelons que la mise en place de cette académie entre dans le cadre du projet Accès au financement des petites et moyennes entreprises, fruit d'un partenariat sénégalo-allemand visant à encourager des réformes dans le secteur. Le Cameroun est à l'honneur au musée du Quai Branly à Paris, en France, jusqu'au 17 juillet 2022. Un voyage culturel dédié aux chefferies traditionnelles mêlant monde ancestral et contemporain. Une escapade durant laquelle les visiteurs peuvent apprécier plus de 200 objets et œuvres d'art. Reportage de nos envoyés spéciaux Kamesh Katapoulé et Ousseynou Gueye. La concentration est à son paroxysme. Au musée du Quai Branly de Paris, précision et minutie étaient de rigueur pour l'installation d'un nouveau trône dans le cadre de l'exposition consacrée aux chefferies du Cameroun. Cette pièce sacrée, issue de la chefferie Bazou, sera mise à l'honneur le 15 mai prochain. Derrière ce joyau se cache un travail de longue haleine, mais nécessaire pour instaurer un climat de confiance avec les chefs traditionnels. Évidemment, il y a eu beaucoup d'interrogations. Est-ce que les objets allaient revenir ? Est-ce qu'on pouvait assurer leur sécurité ? Comment faire au sein des chefferies en attendant ? Et il y a aussi toute une phase de dialogue et de discussion avec les chefs, mais aussi avec leur communauté et leurs notables, puisque parfois on avait des chefs très favorables, parce que connaissant personnellement le coordonnateur ou le programme, et des communautés qui étaient plus réticentes. Et donc on a eu toute une phase de pédagogie, de discussion, pour rassurer sur le fait que tous les objets vont rentrer au Cameroun, que leur sécurité est assurée. Costumes, bijoux, masques. À travers cette exposition, le visiteur voyage au cœur des hauts plateaux des Grassfields et part à la découverte des trésors des Bamileke. Un parcours riche qui met aussi en avant la dimension invisible de leur culture. Une partie de l'exposition est d'ailleurs consacrée aux sociétés secrètes et le rôle qu'elles jouent auprès des chefs traditionnels. Le visiteur est ainsi invité à appréhender la complexité d'un tel système. Des piliers
des chefferies, c'est vraiment ces sociétés et ces notables. Il faut savoir que le chef ne gouverne pas seul, il est toujours accompagné de conseils de notables, que ces sociétés ont un rôle aussi de régulation et d'organes de régulation sociale, un peu comme pourrait avoir un gouvernement. Donc certaines ont des fonctions politiques, d'autres plus juridiques, d'autres sont plutôt garantes des traditions, certaines sont la police secrète comme le Kongan. Il fallait aussi expliquer ce système de fonctionnement qui est à la fois un système politique, une chefferie étant quand même une sorte de petit royaume, et qui à la fois a des enjeux spirituels, magico-religieux, qui sont au-delà de la gestion et de l'organisation simplement de la chefferie. D'autres trônes seront prochainement mis à l'honneur au Quai Branly. Du 27 juin au 17 juillet, les visiteurs pourront notamment admirer celui de la chefferie Photo. Dans le reste de l'actualité, le Maroc accueillera la finale de la Ligue des champions de la CAF le 30 mai prochain. La décision a été confirmée ce mardi 10 mai par la Confédération africaine de football. Le Sénégal ayant retiré son offre, le Royaume est donc resté seul en lice. Le Maroc accueillera donc pour la deuxième fois consécutive la finale de la Ligue des champions de la CAF. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.